Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de Flutterflow et plus précisément de cette plateforme et vraiment de la possibilité en fait de passer du code en fait au design. On va faire un petit peu un focus dessus d'ailleurs ça va être super pour ceux qui découvrent cet outil, qui ne l'ont pas forcément encore pris en main, même si je pense que la plupart d'entre vous avez quand même au moins été sur le site pour tester de votre côté. Et surtout, on va dire que cette fonctionnalité-là de passer du design au code, et d'ailleurs aussi du code au design, là on peut évidemment revenir dessus, sachant que moi je suis en train, toujours pareil, de travailler sur une application concrète, donc c'est l'application du Miracle Morning, donc je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je suis en train du coup de la reprendre et du coup ça va me permettre en fait, toujours pareil, d'avoir un support pour vous montrer concrètement comment ça se passe, comment on fait par exemple pour se connecter ici à Firebase. Et justement, en fait, quand on va parler du design et du code, eh bien c'est ça en fait. On va parler du design, des widgets, etc. et de la connexion du coup, avec notamment des bases de données pour le dynamiser et en créer du code à la fin qui va être complètement dynamique. Alors comme d'habitude, si vous n'avez pas encore commencé la formation Flutterflow Challenge, vous pouvez la commencer en fait gratuitement. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo pour recevoir justement les premières vidéos de la formation et de les recevoir en fait tout simplement gratuitement. Alors, je commence quand même avec une rapide présentation de Flutterflow pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil. Donc là, vous êtes sur le site flutterflow.io. Moi, je suis connecté, donc c'est app.flutterflow.io. Donc c'est une plateforme qui vous permet de créer des apps en low-code, pas exactement en no-code, même si je parle très souvent de no-code. Le mot juste, ça reste que c'est du low-code, c'est-à-dire qu'on peut créer des applications sans avoir à coder quasiment quoi que ce soit. Je vais vous le montrer un peu plus tard dans cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai dû utiliser, par exemple, pour cette application-là, des petits bouts de code ici. Donc là, par exemple, c'est une custom action. Vous pouvez aussi définir des custom functions ou des custom widgets. On en reparlera, mais d'ailleurs, je vais vous montrer que vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger du code si vous en avez besoin. Bref, Flutterflow, c'est une plateforme qui donc est quand même à la base basée en fait sur le SDK Flutter, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est basé sur le SDK Flutter. C'est donc une technologie et un outil qui a été développé par Google qui vous permet en fait de développer des applications vraiment multiplateformes dans tout ce que ça peut représenter aujourd'hui le multiplateforme. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle quand même très souvent, mais on peut faire du iOS, du Android, du web, du mobile, du Windows, du macOS, bref, quasiment toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. On va pouvoir développer nos applications et donc des logiciels et quasiment tout ce dont on peut avoir besoin. Et donc avec Flutter, ce qu'on va retrouver, c'est cette notion ici de widget, des containers, des rows, des cartes, etc. Donc tout ça, je vous en parle plus en détail, par exemple dans la formation, mais aussi sur d'autres vidéos. Bref, là, c'était vraiment la rapide présentation de Flutterflow. On passe du coup à la deuxième étape où là, je vais quand même vous parler un peu plus précisément de cette partie justement qui concerne la création de l'interface utilisateur du design de notre application. Ce qu'il faut comprendre ici, d'ailleurs là j'ai une démo en ligne, j'ai une session en ligne de démonstration de mon application, je vais en relancer ici une nouvelle. En attendant, je vais revenir ici sur l'interface de Flutterflow pour vous montrer un petit peu, toujours en m'appuyant sur ce projet-là, comment ça se passe. Alors déjà, je peux revenir ici pour, voilà, tout simplement voir en fait mes différentes pages et mes différents components. Donc là, par exemple, ici, je vais pouvoir afficher toutes mes pages. Alors, j'ai commencé en fait à les classer ici dans des dossiers séparés parce qu'en fait, à terme, par exemple, pour la page rituel ici, bon d'ailleurs qui s'appelle la page Home, finalement, j'ai pas mal de pages. Je vais avoir la page d'édition. Je vais aussi avoir des components, des composants qui vont être associés à cette fonctionnalité-là. Enfin bref, ici, vous avez la possibilité de créer des pages. Donc, par exemple, là, j'ai la host page. Là, j'ai la onboarding page, donc ça va être la page de bienvenue. Et d'ailleurs, tout ça, c'est des pages je me suis vraiment appuyé sur les templates qui étaient fournis. Donc là, par exemple, je peux venir ici, si je souhaite, par exemple, créer une nouvelle page. Hop. Je peux cliquer ici sur le bouton New Page, et en fait, là, par exemple, voilà, vous reconnaissez peut-être la page de bienvenue. Je vais avoir accès, en fait, à des templates. Donc là, ils vont être classés par catégorie. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'authentification avec aussi des méthodes de connexion qui sont préconçues, donc ça c'est génial. Donc là par exemple le design de Flutterflow classique. Ensuite on a des pages un petit peu plus précises sur certaines fonctionnalités. Là on va voir des pages sur le chat, même celui-ci est encore à un mode premium auquel moi j'ai pas accès, je reviendrai dessus. Là on va avoir toutes les pages de contenu. Pour l'instant, j'en ai pas trop utilisé. La page de setting, je m'en suis servi pour la page de profil en fait de mon application. Ici, par exemple, des pages qui sont dédiées aux fonctionnalités de e-commerce. Alors, moi, ce que j'utilise souvent, c'est soit pour vraiment des pages très classiques du genre la page de connexion ou de bienvenue, où là, c'est vraiment très classique.
Là, j'utilise les pages de template et par contre, vous pouvez aussi aller créer des components, donc des composants qui eux vont être personnalisés et ça c'est très pratique aussi. Donc typiquement, vous avez besoin, par exemple là, la empty list. C'est ce que j'utilise moi dans mon application. Quand j'ai une liste par exemple d'un élément qui est vide, et bien tout simplement je vais utiliser un widget comme ça préconçu, un component pour tout simplement afficher du contenu. Bref, vous avez quand même tous ces templates là qui sont disponibles et ça c'est assez extraordinaire dans tout ce que ça va vous permettre de faire. Ici ensuite, quand vous êtes sur votre page, et bien tout simplement comment ça va se passer. Vous avez la possibilité de cliquer ici sur votre page et ensuite vous avez tous les widgets qui sont possibles et imaginables et vous allez pouvoir les ajouter. Donc ça reste, bon, voilà, c'est des fonctionnalités qui sont à développer, qui sont à prendre en main aussi, mais ça reste assez classique. On passe maintenant à la troisième étape qui est surtout la logique de notre application. Bon, évidemment, pour la partie interface utilisateur, vous devez aussi un petit peu prendre en main l'outil et c'est ça aussi qui peut prendre du temps pour des personnes qui débutent. C'est que c'est un outil qui est assez complexe, qui est assez riche, parce que la création d'applications, évidemment, c'est pas non plus quelque chose de si simple que ça, il y a beaucoup de choses à prendre en main, à prendre en compte notamment, mais comment on fait pour ajouter la logique de notre application? Alors là, ici, je peux par exemple vous montrer des fonctionnalités qui sont très simples, qui sont en rapport ici avec la connexion à Firebase, et je vais pouvoir vous afficher le résultat aussi en direct. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est donc une application qui est dynamique. C'est-à-dire que là, j'affiche en fait une liste qui correspond d'ailleurs en fait à un utilisateur qui est actuellement connecté. Et donc là, par exemple, je suis dans la section matin, donc rituel du matin. Bon, ça c'est en rapport avec l'application. Et donc ici, je pourrais aller chercher Morning Habit. Et donc je vais avoir vraiment tous les éléments du rituel de la personne. Les informations que vous voyez ici, par exemple, est-ce que c'est done à true ou à false, est-ce que c'est fait ou pas, la durée, duration, et order, et le texte. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'en fait j'affiche ici. Par exemple, ici, j'ai le champ méditation, donc là je peux cliquer, décocher et cocher. Ok, il passe de true à false. Vous voyez que ça vient de se mettre en orange parce que ça a été mis à jour. Ici, j'ai également la durée qui est à 5 minutes, je vais pouvoir la changer, j'ai le texte, etc. On peut faire une démonstration, je vais dans la partie éditer ici. On passe la durée à, disons, 10 minutes. Et disons, méditation, mettre en pleine conscience. Bon, je vais juste mettre méditation 2 juste pour modifier le texte. J'ai pas trop envie que le texte soit trop long, que j'ai un dépassement. Donc là, j'ai juste mis méditation 2. Hop, et là, ce que je vois, c'est qu'automatiquement, j'ai les données qui sont mises à jour. Ok ? Alors, tout ça, ça veut dire qu'en fait, mon application, elle est réellement connectée, en fait, à Internet, et donc au cloud ici de Google, et donc au cloud ici, plus précisément, donc de Firebase, qui s'appelle Firestore. Cette partie-là, je peux vous la montrer comment ça se passe concrètement quand j'ai en fait ici une collection, par exemple, qui s'appelle Morning Habit, avec laquelle je veux travailler. Donc là, par exemple, je suis dans la Ritual Page, ok. Donc là, donc là, je suis sur la page d'accueil et j'ai ce qu'on appelle une list view. C'est un élément qui va me permettre d'aller chercher, d'afficher en fait des contenus sous forme de liste, tout simplement. Et bien en fait ici, ce que j'ai en fait, c'est que j'ai une backend query, c'est-à-dire une requête backend, donc dans ma base de données ici que je pourrais effectuer, associé à ma list view. Je vais lui préciser ici dans quelle collection je veux vouloir travailler, et donc là, alors tous ces termes, collection, etc., ça c'est propre à Firebase. Si ça vous intéresse, tout ça c'est traité dans la formation, mais c'est des exemples d'ailleurs pas très compliqués. En gros, on va aller dire, voilà, je vais aller chercher les informations de cette collection-là, et là en fait, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est lui préciser l'adresse et l'identifiant en fait de mon utilisateur pour lui dire, bah voilà, je veux que tu ailles précisément aller chercher cet utilisateur-là, pour aller chercher sa sous-collection Morning Habit ici. Et en fait, ce qui est bien, c'est que automatiquement, dès que je lui dis ça, il va aller chercher tous les éléments de ma liste, et il va me les afficher un par un. Et ensuite, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est en fait à renvoyer du contenu à l'intérieur de ma list view. Ça s'appelle une checkbox list tile. En fait, c'est un widget de Flutter qui permet d'être coché, décoché, tout simplement. Et là, je vais pouvoir lui donner toutes les informations. Par exemple, ce que vous voyez ici, le champ texte qui est entre crochets, ça fait référence au champ texte juste ici. D'accord ? Donc là, je vais aller lui dire, par exemple, pour le champ title de mon widget, ici, je viens chercher, on peut le refaire en direct, Morning Habit Document, donc le document de ma collection Morning Habits, et je vais aller chercher le champ texte ici. Je pourrais aller chercher le champ done, je pourrais aller chercher le champ duration, order, moi je vais chercher le champ done. Par exemple, ici pour la durée, le subtitle, on vient chercher le champ duration et on l'affiche avec le mot minute pour dire voilà, c'est tant de minutes. Ok ? Pareil pour l'ordre, etc. L'ordre, c'est différent, ça, on vient le faire depuis la list view ici. C'est pour vous dire en fait que le côté dynamique de Flutterflow, vous n'allez pas le gérer avec du code, vous allez le gérer directement avec des interactions comme ça que vous allez retrouver dans ce menu-là. Je vais vous donner un autre exemple. On va aller dans la
profile page, là j'ai un élément qui me permet de me déconnecter. Alors je vais pas le faire en direct parce que sinon il faudrait que je me reconnecte tout de suite après. Mais comment on fait un bouton de déconnexion avec Flutterflow? Vous allez vous créer un élément, enfin ça peut être un bouton mais ça peut être juste un élément qui va être cliquable. Vous avez juste ici une section qui s'appelle Action, et là en fait je vais définir l'action de se déconnecter. Alors disons que vous ne savez pas comment on fait pour déconnecter, vous cherchez dans le menu ici, dans la barre de recherche, vous avez Logout. Et donc ça c'est pour Firebase Authentication. Et donc là, automatiquement, lorsque je vais cliquer sur cet élément-là, je vais déconnecter mon utilisateur. Ok? Je vous ferai une démo un peu plus tard, mais là, j'ai pas envie de connecter, me reconnecter. Et pareil ici, lorsque j'ai... Alors là, c'est écrit en dur, hein, d'ailleurs, d'accord? Le profil et l'adresse email, c'est écrit en dur. Comment je fais pour que ça soit dynamique, pour que ça soit réellement associé avec l'adresse email de l'utilisateur? C'est très simple. Ici, je vais dans le menu texte. Je vais aller chercher le Authenticated User, ok, et là on va aller chercher, pardon, pas le User ID, l'email en fait de l'utilisateur, ok. Et dans le cas où on a précisé en fait le pseudo de l'utilisateur, on peut aussi aller chercher ce qu'on appelle le display name pour aller dire voilà. Qu'est-ce que j'affiche lorsque j'ai créé un nom de profil à mon utilisateur, sachant, et on va pouvoir le tester juste après, quand on va se connecter avec Google, quand on va se connecter avec Facebook ou Apple, on va récupérer notamment toutes ces informations. Voilà, donc là c'était un petit peu pour vous montrer rapidement, hein, parce qu'il y a tellement de choses à voir au niveau du côté dynamique de Flutterflow, comment est-ce que ça se passe concrètement lorsqu'on souhaite dynamiser en fait son application Flutterflow et qu'on a déjà du coup créé le design. Ok, donc on continue maintenant avec la quatrième étape qui va consister en fait à télécharger le code source de notre application. C'est une des fonctionnalités en fait qui va être les plus demandées et aussi les plus importantes. Donc là en fait dans mon projet Flutterflow, j'ai un petit bouton qui me permet en fait d'accéder au code source de mon application. Alors, il y a plusieurs options qui sont disponibles ici depuis Flutterflow. Je peux voir le code. Ça, c'est un aperçu rapide du code dont moi, personnellement, je me sers pas souvent parce que de toute manière, on va pas pouvoir vraiment l'éditer. C'est juste pour le visualiser et vous allez retrouver toutes vos pages et en fait, tous vos components. Bon, voilà. Et à chaque fois, par exemple, si je veux changer de page, je vais pouvoir la visualiser en direct pour voir à quoi elle correspond. Ok? Donc ça, c'est quand même pas mal. Si jamais vous êtes curieux, vous voulez savoir... En fait, à quoi ça correspond, là une page de connexion, voilà à quoi ça ressemble, ok? Ce qui va être beaucoup plus important, c'est d'accéder ici à la fonctionnalité de téléchargement du code source. Il y a deux autres options qui peuvent être intéressantes pour nous. Il y a celle de nous connecter en fait à un repo GitHub que moi j'ai pas parce qu'en fait c'est un mode en fait qui est premium. Je vais vous montrer ça de suite. En gros, actuellement, je dis actuellement parce que ça va peut-être évoluer à l'avenir, il y a trois options, l'option gratuite, standard et pro. Moi je suis à l'option standard, ça permet surtout de télécharger le code source. Et en fait, la version Pro va vous permettre d'accéder en fait à vraiment toutes les fonctionnalités les plus premium en fait de Flutterflow, notamment le fait de télécharger ici l'APK et le code source ça on l'a, mais surtout l'intégration de GitHub, l'aide au déploiement, la traduction avec Google Translate que j'ai pas encore testé. Donc des petites fonctionnalités qui sont sympas mais qui sont pas indispensables. Celle qui est vraiment absolument indispensable, c'est le code download pour tout simplement télécharger le code source. Alors, comment ça se passe concrètement quand on télécharge le code source de son application? Tout simplement, on clique sur le bouton ici, download code, et ça vient vous générer en fait un fichier zip qui va contenir tout le code de votre application. Je vais vous montrer ça juste après. La dernière option aussi, c'est de télécharger un fichier APK. Donc les fichiers APK, même si c'est un ancien format en fait utilisé pour Android, maintenant on parle plus du App Bundle. En fait, c'est un fichier qui représente en fait quasiment un logiciel d'application Android. Ça veut dire que quand vous avez un fichier APK, vous avez la possibilité du coup de tester très rapidement votre application sur Android. Moi personnellement, je m'en sers pas parce que en fait moi très souvent je vais utiliser directement mon émulateur iOS ou directement mon smartphone pour tout simplement tester mon application. Voilà, donc là j'ai le fichier zip en fait qui va représenter en fait tout le code source de mon application. Alors moi je l'ai déjà ici en fait, j'ai un dossier qui est spécialisé pour le Flutterflow Challenge, ok. Donc là peu importe, là moi je suis dans mon dossier development où j'ai toutes mes applications du coup Flutter, Flutterflow, etc. J'en ai plein. Et donc là je peux tout simplement le dézipper, voilà, et ça vient m'ouvrir en fait, ça va me créer du coup le dossier qui là porte le nom de mon projet qui s'appelle Miracle. Ok, et donc à l'intérieur ici je vais retrouver toutes les informations qui vont correspondre en fait à mon application Flutter. Si pour vous c'est complètement nouveau le monde du développement avec Flutter, etc., suivez aussi le programme gratuit Au moins de Flutter Evolution pour vous familiariser avec ça, pourquoi pas installer Flutter sur votre application, pour aussi tester la création d'une première application. Et si ça vous intéresse, j'ai tourné une vidéo il y a quelques jours pour vraiment
vous présenter aussi le monde du développement avec Flutter. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le code source, donc dans le fichier, dans le dossier lib, avec tous les sous-dossiers ici, donc le main.dart, etc., tous les dossiers qui sont propres à Flutterflow, et on va pouvoir retrouver toutes nos pages, etc. D'ailleurs, là, c'est pas exactement la dernière version, mais c'est pas grave, ok? Donc en fait, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement prendre votre éditeur de code. Moi, j'utilise évidemment Visual Studio Code. Je peux ouvrir ce dossier-là, en fait, directement avec Visual Studio Code. Donc, je vais ouvrir cette nouvelle application, ce nouveau code source avec mon éditeur de code. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à lancer cette application-là, ce code-là, dans mon émulateur préféré. Donc, moi, au niveau des devices que j'utilise le plus souvent, c'est un émulateur, en fait, d'iOS. Et donc là, je pourrais le lancer, je vais pas le faire parce que ça va faire vraiment... je vais pas le faire là parce que ça me prendra un petit peu de temps, mais en tout cas, tout simplement, ici, vous allez pouvoir cibler, par exemple, une version web, un émulateur iOS ou un émulateur Android. Encore une fois, si vous êtes directement connecté, en fait, à votre, par USB à votre ordinateur, vous pouvez également prendre votre code source et, en fait, lancer votre application Flutter qui a été développé, hein, vous l'avez compris, avec Flutterflow. Vous pouvez, du coup, directement le lancer depuis votre ordinateur, tant que votre smartphone, en fait, il est branché par USB. Allez, on continue avec une 5e étape qui va être consacrée, en fait, à la réalisation de fonctionnalités un petit peu plus avancées et aussi vraiment tout ce qui concerne la personnalisation, du coup, de votre application. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début, ici, on a ce qu'on appelle les custom codes, en fait, avec Flutterflow, qui va vous permettre, en fait, de combler, on va dire, les derniers trous, les dernières fonctionnalités manquantes qui peuvent être absentes aussi, par exemple, dans une application, dans toute l'interface de Flutterflow. Je vais vous donner un exemple très concret. En fait, moi, quand je développe une application, je ne sais pas forcément à quel moment je vais avoir besoin d'une custom code, enfin d'une custom action. On peut tout personnaliser, mais je ne sais pas à quel moment je vais en avoir besoin. Là, je m'en suis servi, par exemple, pour tout ce qui concerne le réordonnement en fait des éléments de ma liste, en fait, ici. Pour les réordonner, comment est-ce qu'on fait? Bah là, en fait, j'ai créé un bouton qui va en fait lui-même... C'est une custom action, enfin c'est une fonction en fait personnalisée qui va du coup les réordonner. Alors même au niveau de l'interface, je suis pas encore hyper satisfait du rendu parce que moi je voulais vraiment une liste où si je reste cliqué dessus, je vais pouvoir la modifier de place. Je vais vous montrer comment ça c'est possible. Là j'ai fait une version plus ou moins rapide. Donc là par exemple si j'ai une flèche vers le haut, je peux cliquer sur la flèche du haut et voilà, mon élément passe en haut. Bon, et pareil pour un élément comme ça, je peux le réordonner et le mettre par exemple tout en bas. Ok ? Là, ce qui est bien, c'est que si je reviens à la page d'accueil, je vois que l'ordre a été pris en compte. Comment j'ai fait cette fonctionnalité-là? En fait, j'ai créé ici, dans mon projet, une custom action. Alors au début, j'avais créé une custom function, mais en fait là, comme c'est directement en fait associé à un clic, il fallait que ça soit une custom action. C'est-à-dire que là, en fait, depuis mon application, quand je vais cliquer sur le bouton ici, celui-là ou celui-là, en fait, là, il va juste avoir une action qui va être associée, ça va être up ou down, je vais exécuter ce code-là. Et donc là, en fait, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui donner la collection dans laquelle on va travailler, d'accord? Donc là, par exemple, ça va être la collection Morning Habits, donc la collection des rituels du matin. Et je vais lui dire, voilà, cet élément-là, tu lui donnes cet ordre-là, et aussi, ce qu'il faut, c'est qu'il réordonne tous les autres éléments de ma liste. Parce qu'ils ont tous un ordre. Là, ordre 2, 0, et là, ça va être 1, ok? Donc c'est-à-dire que quand je vais modifier un élément, en fait, je vais modifier l'ordre de tous les autres éléments. Donc c'est un code qui est relativement classique, et ce que vous pouvez faire, bien sûr vous pouvez faire des tests, c'est que vous avez une section ici qui s'appelle OpenAI Codex, donc c'est basé sur l'API de OpenAI, et en fait ça vous permet de générer des fonctions préconçues, et ça c'est vraiment pas mal, même si c'est pas sur cette fonctionnalité-là que je me suis basé pour ce code-là. J'ai fait des recherches, j'ai pris des exemples aussi qui traitaient à peu près la même fonctionnalité, parce que, voilà, enfin moi aussi le but c'est de vous montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout connaître par cœur, de tout savoir de mémoire, non, au contraire, il faut savoir faire des recherches, et surtout, ce qu'il faut avoir en tête quand on utilise Flutterflow, c'est qu'il faut au maximum, en fait, utiliser en fait le support de Flutterflow pour vraiment que ça fonctionne bien. Je vais vous montrer un exemple tout simple, c'est que là, quand vous utilisez des custom actions, custom widgets, ici, vous allez pouvoir définir des arguments ou des valeurs qui vont pouvoir être retournées. À chaque fois, il faut utiliser ça. Dire là, je vais préciser, par exemple, l'ordre de mon item actuel que j'ai modifié. L'action, est-ce que c'est up ou down? L'utilisateur qui est actuellement connecté ou la collection dans laquelle je vais travailler. Bref, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais utiliser un maximum vraiment l'environnement ici de Flutterflow pour les custom codes, parce que ça vous permet en fait quasiment de faire tout ce qui est manquant. Ce qui est encore une fois hyper bien fait ici quand on est sur l'interface de Flutterflow, c'est tout ce qui va concerner la connexion avec Firebase. Pour ça, c'est hyper bien fait, ça marche très très bien, je vous en ai parlé à chaque fois. C'est vraiment, à la fin, quand on fait que du Firebase, pour une application comme ça qui reste évidemment très simple dans sa gestion,
Il n'y a aucun intérêt à le faire soi-même avec du code pur. C'est quand on va plus loin que là, le code pur devient intéressant. Là, par exemple, je suis en train de parler, par exemple, de traiter la partie sur les affirmations positives. Là, je vais faire une version qui est encore plus avancée que la version qui est actuellement disponible sur les stores. Donc, je vais permettre aux gens de partager, en fait, leurs affirmations positives. Donc là, par exemple, je peux vous montrer comment ça se passe pour dynamiser encore une fois. Ici, quand j'ai pas d'affirmation, je vais afficher cet écran-là, donc le Empty Affirmation, je peux vous montrer où est-ce qu'il se trouve. Empty Affirmation, c'est celui-ci. Et en fait, ce bouton-là, qui s'affiche dans le cas où ma liste, elle est vide, il va rediriger vers ce qu'on appelle un bottom sheet, donc il va nous ouvrir en fait un autre component. Donc c'est bottom sheet, create affirmation, il s'appelle comme ça. Et donc c'est ce composant-là qu'on va aller ouvrir. Ce composant-là, il se trouve juste ici, le Create Affirmation. Et ce qui est super bien, c'est que là, par exemple, ce que vous voyez, quand je vais ajouter une liste d'affirmations, je vais pouvoir lui donner un nom et je vais pouvoir sélectionner aussi une catégorie. Par exemple, une catégorie d'affirmations pour se motiver, se relaxer, etc. Je vais pouvoir la créer. Ce que vous voyez ici, c'est du Firebase. D'accord ? En fait, cette liste-là, elle est complètement dynamique, Define Option. Et donc là, c'est une collection que j'ai créée. Alors, la collection, je l'ai créée manuellement, mais ça prend pas non plus un temps de dingue. Et donc, en fait, à chaque fois, je vais avoir un document dans ma collection Categories qui va avoir un champ texte et une valeur que je vais pouvoir associer à mon élément. Ce qui fait que ici, d'ailleurs, on le voit, quand on a développé l'application, c'est des détails qu'on repère. Vous voyez qu'ici, j'ai un tout petit cercle de chargement avant que mon bottom sheet s'affiche. C'est-à-dire que là, il est en train de travailler, il est en train de faire la requête à Firebase. Et ensuite, il me l'affiche ici. Et ensuite, je peux du coup sélectionner ici la catégorie en fait, de mon affirmation et je vais pouvoir la créer. Alors, encore une fois, là, l'application n'est pas terminée. Pareil pour la visualisation, il va y avoir l'accès à la bibliothèque photo. Ça, c'est pour moi une des pépites aussi de Flutterflow parce que ça vous simplifie énormément le travail et comme je l'ai dit, la partie profil, tout ça, ça se fait encore une fois très très bien. Donc la partie avancée avec Flutterflow, il y a plusieurs méthodes, ça va essentiellement passer ici par les custom code, custom action, custom widget. Tout ça, je vous donne déjà plein d'exemples dans la formation Flutterflow Challenge avec différents exemples d'applications. Et encore une fois, cette application-là que je vous développe aujourd'hui, elle va pouvoir à un moment donné se retrouver dans un contenu qui va être accessible via la formation. On continue avec une 6e étape qui est aussi très importante aussi pour les startups, pour les gens qui travaillent en équipe. Ça va être le partage en fait du projet, du code. Moi, aujourd'hui, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise beaucoup, mais en fait, vous allez pouvoir partager en fait votre projet Flutterflow avec d'autres personnes. Il y a toute une partie qui en fait passe par la création d'une petite équipe et en fait de votre organisation, de votre entreprise, qui va vous permettre du coup de collaborer. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et je pense aussi que à ce moment-là, quand on commence à travailler en équipe, ce qui devient quasiment indispensable, c'est d'avoir une connexion en fait à GitHub pour travailler en fait avec différents, en permanence sur un même projet, c'est quasiment indispensable. Quand on est tout seul, à la limite, c'est pas indispensable. Moi, aujourd'hui, c'est mon cas, donc en tout cas, il n'y a que moi qui travaille sur les projets Flutter et Flutterflow, donc c'est pas indispensable. Mais par contre, je pense que la version pro ici, l'abonnement pro en fait de Flutterflow va devenir quasiment indispensable pour une personne qui travaille justement en équipe, qui a besoin de collaborer et surtout la connexion à GitHub avec vraiment un repo qui va être associé à votre projet où vous allez pouvoir envoyer des versions, etc. C'est quasiment indispensable pour éviter les problèmes. Un des derniers conseils aussi que je peux vous donner quand vous faites du travail vraiment, on va dire surtout professionnel, on a besoin de ça. Ici, quand vous êtes sur Flutter, vous avez tout en haut une section qui est consacrée à la version en fait actuelle de Flutterflow et surtout la version qui est associée avec Flutter, qui n'est pas forcément la même que vous avez sur votre ordinateur. Ça, c'est un conseil que maintenant je donne à tout le monde. Vraiment, faites en sorte, quitte à revenir sur une version précédente, si à chaque fois vous mettez à jour Flutter, faites en sorte que sur votre ordinateur, vous ayez la même version en fait, de Flutter que sur Flutterflow. Ça va vous éviter plein de bugs, parce qu'en fait, à chaque fois que vous téléchargez le code source, vous allez pouvoir avoir des problèmes de dépendance, etc. Vous en aurez quasiment aucun si vous mettez à jour Flutter avec la même version qui est disponible ici sur Flutterflow, donc là c'est la 3.7, alors qu'actuellement on est à plus de la 3.10. Donc voilà, moi c'est une erreur au début que je faisais et donc j'avais plein de problèmes quand j'exportais mon code source. Donc tout simplement, si vous voulez pas avoir de problème lorsque vous allez notamment lancer la fameuse commande flutter pub get ici, encore une fois si ça vous dit rien, c'est pas grave, tout ça c'est des notions que j'aborde dans les formations et puis même dans les tutos qui sont sur le blog, mais en gros, vous allez pouvoir avoir des problèmes avec tous les fichiers et surtout les packages ici, les dépendances des packages qui sont disponibles. Donc encore une fois, ici faites en sorte d'avoir la même version, ça va vous éviter d'avoir plein de problèmes. Si c'est vraiment quelque chose qui pour vous est gênant, peut-être voir une autre solution que d'utiliser Flutterflow à ce moment-là. Mais si Flutterflow ça devient votre outil de développement, en tout cas un outil qui va être important, pour moi ça reste une très très bonne option.
Voilà du coup pour cette vidéo de présentation de Flutterflow, vous l'avez vu, l'idée c'était de vous montrer comment on peut faire pour passer du design au code, mais il y a tellement de choses à dire pour cet outil que je pense que le meilleur moyen que je vous en parle, c'est de vous refaire une vidéo entre-temps hein, sur Flutterflow, mais entre-temps j'aurais aussi avancé aussi sur le projet d'application Miracle Morning. C'est un projet que je vais vraiment amener jusqu'à la publication pour vous montrer encore une fois sur la chaîne YouTube et dans la formation toutes les étapes qu'il peut y avoir, et si vous avez besoin d'une partie du code source ou en tout cas d'une certaine fonctionnalité, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez le groupe Facebook qui est dédié aussi à la formation qui peut vous aider. Encore une fois, si vous n'avez pas commencé le programme gratuit, n'hésitez pas à le commencer, il est totalement gratuit. Vous recevez les premières vidéos, le premier chapitre en fait de la formation que vous recevrez gratuitement. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez évidemment rejoindre la formation. Il y a actuellement 9 chapitres qui vont vous permettre vraiment de commencer de zéro, y compris si vous n'avez aucune base en informatique, dans le développement mobile, etc. et d'aller jusqu'à la publication de votre première application et donc de votre premier projet Flutterflow et Flutter. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!